Vous écoutez Au banc du crime, le podcast qui vous fait juger les affaires les plus sombres. L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, installez-vous sur le banc du crime. Mesdames et messieurs les jurés, avant que l'on ne parle de preuves, de procédures et de recours, je veux que vous entriez dans une journée ordinaire. Une journée qui commence comme toutes les autres et qui se termine avec un vide qui ne se refermera jamais. Nous sommes à Baltimore au Maryland, en hiver 1999. Le genre de froid qui colle aux vitres des voitures, qui rend l'air sec et qui fait paraître chaque rue un peu plus grise qu'elle ne l'est. Au Woodlawn High School, la vie suit son rythme. Casier qui claque, couloir bruyant, basket sur le lino, rire trop fort. Et cette impression à 17 ans que le monde est immense et pourtant enfermé dans un même bâtiment. Ae Min Lee a 18 ans. Elle conduit une Nissan Sentra grise. Elle a un job après les cours, elle a des responsabilités. Elle a cette énergie des élèves qui savent qu'ils vont bientôt quitter le lycée et que la vraie vie est juste derrière la porte. Elle a des amis, des habitudes et un emploi du temps serré. Parce qu'après les cours, il faut souvent aller chercher quelqu'un, passer au travail puis rentrer. Le 13 janvier 1999, c'est un mercredi. Rien sur le papier ne dit que ce jour va devenir un point de fracture. Et pourtant, au lycée, on la voit, on lui parle, on échange des mots qui n'auront l'air importants que plus tard. Ae n'est pas une silhouette lointaine, elle est concrète, vivante, présente dans les souvenirs des autres. Et c'est précisément ce qui rend la suite insupportable. Quand quelqu'un disparaît, ce ne sont pas seulement ses pas qui s'arrêtent, ce sont aussi des dizaines de petits fils, rendez-vous, promesses, habitudes qui se rompent d'un coup. Ce jour-là, Ae doit récupérer un membre de sa famille après les cours. C'est l'un de ces détails simples, presque administratifs qui, dans une enquête, deviennent des repères cruciaux. Si elle devait être quelque part et qu'elle n'y est pas, alors quelque chose a déraillé. La journée avance et les cours finissent. La foule se disperse et les parkings se vident. Et puis, elle ne rentre pas. Elle ne se présente pas là où l'on l'attend. Son téléphone ne répond pas. Ses proches s'inquiètent. Mesdames et messieurs les jurés, arrêtons-nous une seconde. Pensez à ce moment précis, quand l'inquiétude bascule, quand on passe de « elle est en retard » à « ce n'est pas normal ». C'est souvent là que tout se joue, parce que l'absence au début ressemble à un contretemps, et ensuite brutalement, elle ressemble à un danger. Très vite, une question s'impose. Où est Ae Min Lee ? Les premiers jours, l'enquête n'a pas encore la forme d'une grande affaire. Elle ressemble plutôt à ces dossiers qui s'empilent, à ces appels et à ces recoupements. La police cherche à comprendre. Dernière fois vue, dernier contact, itinéraire probable, la voiture, les proches, les amis. Mais dans une disparition, il y a une règle silencieuse que tout le monde comprend sans la dire. Plus le temps passe, plus le scénario se resserre. Un retour spontané devient moins probable et chaque heure sans nouvelles augmente la pression. Ce qui fait basculer l'histoire et ce qui la rend aujourd'hui si controversée, c'est que cette disparition ne restera pas une disparition. Le 9 février 1999, un peu plus de 3 semaines après le 13 janvier, un passant découvre un corps dans un parc de Baltimore. Un lieu boisé, une zone qui, dans l'imaginaire local, n'est pas un décor rassurant. L'identification établit que c'est bien Ae Min Lee. À partir de là, l'enquête change de nature. Ce n'est plus une personne à retrouver, c'est un homicide à élucider. Mesdames et messieurs les jurés, c'est ici que la mécanique judiciaire se met en marche. Et dans une affaire comme celle-ci, elle tourne vite. Parce que l'émotion est énorme, parce que la victime est jeune, parce que la communauté est petite et que tout le monde a l'impression d'être concerné. Les enquêteurs reconstituent, ils tracent, ils interrogent, ils regardent le cercle proche. Amis, camarades, relations sentimentales, disputes, ruptures. Ce n'est pas du voyeurisme, c'est une logique d'enquête. Les crimes les plus intimes naissent souvent dans les zones où l'on se croit en sécurité. Dans les semaines qui suivent, un nom revient. Et ce nom, vous le connaissez déjà puisque vous avez cliqué sur cet épisode. Adnan Syed. Et si vous me suivez, on va faire quelque chose de strictement nécessaire. On va séparer ce que l'on pense savoir de ce que le dossier, lui, affirme à un instant donné. Parce que
l'affaire Adnan Syed, ce n'est pas seulement un meurtre, c'est un millefeuille de procédures, de preuves discutées, de témoignages contestés, d'erreurs alléguées, de décisions de justice et de débats publics. Un dossier où la vérité judiciaire et la vérité vécue par les proches ne se superposent pas forcément. Vous avez forcément déjà vu cette scène dans les séries. Une affaire ancienne que tout le monde croyait classée revient d'un coup sur le devant de la scène. Sauf qu'ici, ce n'est pas une fiction. Ici, il y a une famille endeuillée, un homme qui a passé plus de 20 ans en prison et une institution qui doit répondre à une question impossible. A-t-on condamné la bonne personne ? Avec de bonnes preuves, dans de bonnes conditions. Et attention, cette question n'est pas un jeu, car elle engage des droits, elle engage une responsabilité, elle engage surtout la notion même de justice. Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande une discipline. Pendant toute cette série d'actes, ne vous accrochez pas à une intuition, accrochez-vous à une méthode froide. Qu'a-t-on ? D'où vient l'information ? Qui l'affirme ? À quel moment ? Et qu'est-ce qui manque ? Alors, revenons en 1999. À ce moment précis, l'enquête a besoin d'un fil conducteur. Et ce fil va venir d'un personnage central, un témoin qui va devenir pour l'accusation une clé, pour la défense et pour une partie du public, un problème. Ce témoin, c'est Jay Wills. Jay n'est pas au centre de la vie de Hae. Il gravite autour d'Adnan. Et quand la police commence à l'interroger, quelque chose change. Des déclarations s'enchaînent, des détails apparaissent et surtout, une version se dessine. Celle d'un récit où quelqu'un aurait confessé un meurtre et demandé de l'aide pour se débarrasser du corps. À cet instant, vous sentez l'accélération, parce que si un témoin dit « je sais, j'ai vu, j'ai aidé », alors le dossier prend une direction. Et une fois qu'une enquête prend une direction, il faut énormément de rigueur pour vérifier qu'elle ne s'y enferme pas. Car il existe un danger dans toutes les enquêtes, celui de la narration. Quand une histoire commence à tenir, elle devient séduisante, elle donne l'impression d'expliquer et parfois, elle peut écraser les zones d'ombre. C'est ici que l'on pose les grandes questions sans y répondre tout de suite. Première question, qui était Hae Min Lee ? Au-delà des résumés, quel lien, quelle tension, quelle rupture, quelle liberté ? Parce que comprendre une victime, c'est aussi comprendre ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle protège, ce qu'elle cache parfois par pudeur et ce que les autres projettent sur elle. Deuxième question, quel est le rôle exact de Jay ? Un témoin fiable ? Un acteur intéressé ? Un homme sous pression ? Et pourquoi son récit va-t-il évoluer au fil du temps ? Et troisième question, que vaut la technologie de l'époque ? Les téléphones cellulaires, les relevés d'antenne. En 1999, c'est nouveau, c'est impressionnant. Et c'est aussi un terrain miné parce que la science n'est utile que si l'on l'utilise correctement. Quatrième question, la défense. Qu'a-t-elle fait ? Qu'a-t-elle manqué ? Et à quel point une stratégie de défense peut-elle changer le destin d'un procès ? Et enfin, la question que tout le monde veut, Adnan Syed, coupable ou innocent ? Mais non, pas encore, pas ici. Pour nous, cette porte, c'est une chose très concrète. Le moment où la justice américaine bascule d'une enquête de lycée à une accusation formelle. Le moment où un adolescent va devenir, pour l'État, un suspect majeur. Le moment où un récit va s'imposer dans une salle d'interrogatoire, puis dans une salle d'audience. Et vous, jurés, je vous pose la question la plus simple et la plus difficile. Quand vous entendez une histoire qui explique tout, est-ce que vous cherchez tout de suite ce qui la contredit ou est-ce que vous la laissez vous convaincre ? Dans l'acte 2, on reconstitue minute par minute le jour de la disparition, les premières contradictions et la façon dont une enquête choisit ses priorités. On va garder une règle, pas de spéculation gratuite, juste des faits, datés, sourcés et une tension qui vient de la réalité. Mesdames et messieurs les jurés, on quitte l'émotion pour entrer dans la mécanique, là où une affaire se gagne ou se perd. La chronologie, parce que dans ce dossier, tout se joue dans une fenêtre de temps ridiculement courte, et dans une question qui paraît enfantine. Qui a vu Hae en dernier ? Et à quelle heure exactement ? Mercredi 13 janvier 1999 à Woodlawn High School. Fin de journée scolaire.
Des élèves se croisent, quittent le bâtiment, récupèrent leurs affaires. C'est un moment bruyant, banal, oublié dès le soir même. Et pourtant, plusieurs témoins situent A et Min autour de 14h15. Une amie la voit à la fin du cours de psychologie. Une autre l'aperçoit quelques secondes après la sonnerie. Une adulte de l'école dit l'avoir vue vers 14h15, 14h20 près du gymnase. Et puis, plus rien. Côté famille, le premier signal n'est pas « elle a disparu », c'est « elle n'a pas fait ce qu'elle fait toujours ». Ce jour-là, elle ne vient pas récupérer un proche plus jeune, et c'est suffisamment inhabituel pour que l'alerte monte vite. À cet instant, la police ne raisonne pas encore en meurtre, elle raisonne en disparition. Et la disparition, c'est d'abord une enquête de proximité. Téléphone, carnet d'adresses, proches, amis, ex-habitudes. C'est ce qui rend cette affaire aussi implacable. Elle démarre comme un dossier de routine et elle se referme lentement comme un piège. Très tôt, un détail prend une place disproportionnée. Selon des éléments repris ensuite dans les décisions de justice, le dossier d'accusation s'articule autour d'une demande de trajet. Adnan aurait demandé à Ae, avant la fin de la journée, de le déposer quelque part après les cours. Ne vous attachez pas encore à où ni à pourquoi. Retenez l'impact. Si un trajet était prévu, alors Ae et Adnan ont une raison d'être ensemble dans cette fenêtre de 14h15. Et dans un dossier où la dernière image certaine de Ae est au lycée, ce type de détail devient immédiatement un axe. Mesdames et messieurs les jurés, premier test. Mettez-vous dans la peau d'un enquêteur le soir même. Vous n'avez pas de corps, pas de scène de crime, pas de témoin d'agression. Vous avez un rendez-vous manqué et une liste de noms. Alors vous appelez. Dans la soirée du 13 janvier, l'officier Scott Adcock contacte Adnan Sayed pour lui demander s'il sait où se trouve Ae. Le contenu de cet échange est documenté dans une décision de la plus haute juridiction du Marineland. Adnan indique qu'il était supposé avoir un trajet avec Ae après l'école, mais qu'il aurait été retenu au lycée et pense qu'elle s'est lassée d'attendre et elle est partie. Et là, juré, on a un moment clé. Pas parce que c'est une preuve, mais parce que c'est une première formulation. Dans une enquête, la première formulation compte. Elle est proche de l'instant, moins contaminée par les discussions, moins influencée par ce que les autres disent. Elle peut être exacte, elle peut être maladroite, elle peut être mal comprise, mais elle est précieuse. Sauf que l'histoire ne reste pas stable. 2 semaines plus tard, le 25 janvier, Adnan est interrogé à nouveau et dit avoir été à l'entraînement d'athlétisme après l'école. Puis, le 1er février, lorsqu'on le relance sur l'histoire du covoiturage, il répond que l'information attribuée à l'officier est incorrecte, puisqu'il conduisait sa propre voiture au lycée et n'aurait pas eu besoin qu'on le raccompagne. Enfin, le 26 février, il déclare ne plus se souvenir précisément de ce qu'il a fait le 13 janvier. Voilà le cœur de la tension. Un détail apparaît immédiatement puis se fissure. Et il y a 2 lectures possibles, toutes 2 plausibles, toutes 2 dangereuses. La lecture numéro 1, c'est la banalité humaine. Un adolescent stressé répond vite à un policier, utilise une tournure floue, elle devait me déposer, puis se rend compte que la phrase peut être interprétée et rectifie. Ou bien le policier a résumé trop vite. Deuxième lecture, c'est un mensonge qui s'ajuste. La version covoiturage sert une explication sur la fin d'après-midi, puis elle devient trop risquée, alors elle est retirée, remplacée par l'oubli. Et vous, mesdames et messieurs les jurés, vous êtes exactement là où la justice aime vous coincer, entre psychologie et preuve. La psychologie n'est pas une preuve, mais elle crée l'ambiance, elle l'oriente, elle prépare le terrain pour le reste. Pendant ce temps, la journée du 13 janvier se transforme en terrain miné, parce que tout ce qui manque, ce n'est pas de l'information, c'est de la certitude. Les témoignages placent Ae au lycée vers 14h15, mais ne la suivent pas jusqu'à sa voiture et ne la suivent pas après. Ce qui manque, c'est le passage de témoin, le moment où elle quitte vraiment l'espace scolaire pour entrer dans le reste de la ville. Mesdames et messieurs les jurés, deuxième test. Imaginez ce que ça fait concrètement pour une enquête. Vous avez une personne vue à la sortie,
Vous avez une obligation familiale non tenue, et vous avez un intervalle où la mémoire des lycéens est notoirement fragile. Ils rentrent, ils traînent, ils oublient, ils confondent les jours. Une semaine plus tard, on ne sait déjà plus si c'était le mercredi ou le jeudi. C'est ici que la technologie de l'époque entre en scène. Nous sommes en 1999. Pas de géolocalisation grand public, peu de caméras, et un téléphone portable devient un objet central, parce qu'il laisse une trace. Les appels, leurs horaires, parfois leur rattachement à un secteur d'antenne. Ces traces ont un parfum de science, et donc un pouvoir narratif énorme, sauf qu'elles peuvent être interprétées de travers, utilisées au-delà de ce qu'elles prouvent. Ce point est devenu si important que des années plus tard, une partie des débats juridiques autour du dossier s'est cristallisée sur la manière dont certaines données téléphoniques avaient été présentées et comprises au procès. Mais en janvier 1999, tout ça n'existe pas encore. L'enquête avance à la lampe torche, et à la lampe torche, elle éclaire les mêmes zones encore et encore. Les proches, les ex, les amis qui ont partagé les dernières heures connues. À ce stade du récit, retenez une chose. L'affaire n'a pas encore de témoin star, elle n'a pas encore de scénario complet, elle a une disparition, un intervalle et une contradiction naissante. Mesdames et messieurs les jurés, si vous aviez un seul dossier sur votre bureau ce soir-là, le 13 janvier, qu'est-ce que vous surlignerez au marqueur rouge ? Le fait que Ae était visible vers 14h15 puis disparaît ? Le rendez-vous familial manqué qui déclenche l'alerte ? Ou la phrase du covoiturage dite à la police le soir même puis contestée ensuite ? Parce que c'est exactement ce choix, ce surlignage, qui peut faire basculer une enquête. Et quand l'enquête bascule, la justice suit. Plus tard, vous entendrez que des procureurs ont fini par affirmer qu'il y avait eu des défauts, des problèmes dans la manière dont le dossier avait été construit et présenté, au point de demander l'annulation de la condamnation, puis la reprise de la procédure. Mais n'allons pas trop vite. Cette bataille-là est celle des années 2010-2020. Ici, en 1999, le dossier est encore en train de chercher son histoire. Et c'est maintenant que quelqu'un arrive avec une histoire. Dans l'acte 3, un témoin entre dans l'équation. Son récit va donner un squelette à ce qui n'était jusque-là qu'un trou noir dans une après-midi d'hiver. Et à partir du moment où un squelette existe, tout le reste du dossier va être forcé de s'y raccrocher. Mesdames et messieurs les jurés, l'acte 3, c'est le moment où un dossier passe de disparition à scénario. Pas une vérité, un scénario, une suite de faits supposés, alignés comme des dominos, que l'accusation va ensuite essayer de verrouiller devant un jury. Et dans l'affaire Ae Min Lee, ce scénario porte un nom, Jay Wiles. Je pose le cadre d'emblée. Ici, je décris la construction de la thèse de l'accusation telle qu'elle a été présentée au procès et résumée ensuite dans les décisions de justice. Dans une affaire aussi contestée, la seule manière d'être juridiquement propre, c'est de distinguer le « selon l'État », selon le témoin, du « fait établi ». Ce qui fait basculer une enquête, ce n'est pas qu'un témoin pense quelque chose, c'est qu'un témoin dit, en substance, « j'y étais ». Je sais, je peux décrire. Dans la version portée au jury, Jay raconte une séquence compacte, presque cinématographique. Une après-midi qui bascule, puis un soir qui se referme sur un parc, un corps, une voiture abandonnée, et des appels qui, sur le papier, semblent collés. L'accusation ne demande pas seulement au jury de croire à une scène, elle demande au jury de croire à un enchaînement. Et l'enchaînement, c'est le piège. Parce que si vous acceptez l'enchaînement, vous acceptez souvent le reste, même quand les points isolés ne suffisent pas à eux seuls. Selon le résumé des juridictions, l'État met l'accent sur la fin de la journée. Il place l'enterrement à Linkin Park vers 19h, s'appuie sur des appels entrants reçus pendant ce moment, puis utilise des éléments techniques pour donner à ce récit l'apparence d'une preuve objective. Jurés, retenez ça. Quand une histoire vous donne une heure, un lieu et une trace technique, elle devient difficile à repousser émotionnellement. Elle donne l'impression qu'on n'est plus dans l'opinion, mais dans le concret.
Et c'est exactement comme ça qu'un témoin peut devenir une colonne vertébrale. L'accusation ne se contente pas de Jay, elle ajoute un second maillon, Jennifer Pusateri. Dans la manière dont l'État présente les choses, Jen sert à deux objectifs. Corroborer l'existence d'un appel entrant à un moment clé et surtout placer Jay et Adnan ensemble autour de cette fenêtre horaire. Selon le résumé judiciaire, Jen raconte qu'elle rappelle un numéro, qu'elle tombe sur une personne qui lui dit que Jay est occupé, puis qu'elle retrouve Jay peu après et qu'elle le voit sortir d'une voiture conduite par Adnan. Et là, juré, c'est un mécanisme implacable. Un témoin dit « j'ai vu ». Un autre témoin dit « j'ai vu ». Et l'auditeur se dit « bon, ça se rejoint ». Mais juridiquement, la bonne question n'est pas « est-ce que ça se rejoint ?» La bonne question c'est « qu'est-ce que ça prouve réellement ?» Parce qu'une corroboration peut prouver deux choses très différentes. Soit le témoin dit vrai, soit le témoin a réussi à faire coller son récit à des éléments externes, des appels, des horaires, des lieux, parfois après ajustements successifs. Et ce qui rend ce type de dossier si redoutable, c'est que dans les deux cas, vous obtenez la même sensation. Ça colle. Il y a une scène dans la narration de l'accusation qui est faite pour rester dans la tête d'un jury. Jay attribue à Adnan une phrase de préméditation. Puis Jay décrit une scène de coffre, le corps de A.E., montré comme un trophée, et une fanfaronnade qui transforme l'horreur en certitude. À ce stade, l'histoire est presque trop complète. Une menace, un aveu, une image, une logistique, un enterrement, et puis une voiture abandonnée. C'est une histoire qui se tient, une histoire qui donne l'illusion que chaque pièce a sa place. Et juré, c'est ici que la vigilance commence, parce qu'une histoire qui se tient peut être vraie, mais une histoire qui se tient peut être aussi le résultat d'une construction progressive, un récit qui s'affine, qui se stabilise, qui devient présentable devant un jury. Je ne vous dis pas « c'est ce qui s'est passé », je vous dis que c'est le risque structurel quand un dossier repose sur un témoin clé. Pour comprendre la pression, il faut regarder la fenêtre de temps. La théorie de l'État, telle qu'elle est rappelée dans des documents récents de procédure, place le meurtre dans une fenêtre très courte, autour du milieu d'après-midi, avant de déplacer l'essentiel vers l'après-coup, déplacement, logistique, enterrement. Juré, une fenêtre courte, c'est dangereux. Plus c'est court, plus c'est fragile, parce que ça suppose une disponibilité parfaite, une absence d'aléas et un enchaînement sans friction. Et c'est là que cette affaire devient ce qu'elle est, un dossier où l'accusation n'a pas forcément besoin de verrouiller chaque minute du meurtre, tant qu'elle arrive à faire accepter le récit du soir. Même les juges ont pu relever que la théorie sur l'heure du meurtre n'était pas la partie la plus solide, et que l'accusation a beaucoup misé sur la séquence du soir, la téléphonie et la cohérence globale. Traduction simple jurée, si la séquence du soir tient, le dossier tient. Si la séquence du soir vacille, tout se réorganise. Et devinez quoi? La séquence du soir tient essentiellement sur Jay. Il y a un élément que le public sous-estime souvent, la puissance narrative d'un objet. Un objet, c'est concret. L'objet fait vrai, avant même qu'on l'ait analysé. Et la voiture de A.E. dans cette affaire devient un aimant, parce qu'une voiture abandonnée, localisée, associée à des éléments matériels, c'est un fil que l'esprit adore suivre. Des décisions plus récentes rappellent des éléments matériels associés au véhicule. Une carte retrouvée dans la voiture, une empreinte palmaire attribuée à Adnan sur la couverture arrière, et une page arrachée liée à Linkin Park, avec un morceau retrouvé dans la voiture. Je ne vous dis pas ce que cela prouve sur le fond, je vous dis que cela fait dans une salle d'audience. Ça crée l'illusion d'un fil matériel continu, et cette illusion peut transformer un récit fragile en récit inévitable. C'est pour ça que la défense dans un dossier criminel comme celui-ci doit être chirurgicale. Elle doit empêcher l'objet de devenir une preuve émotionnelle. Il y a un autre point plus technique qui va devenir central dans la manière dont le récit de Jay est arrimé à une heure. Le fameux téléphone prépayé. L'idée qu'Adnan aurait appelé Jay à 14h36 pour lui demander
un trajet. Juré, retenez seulement ceci. 14h36. C'est presque au millimètre dans une après-midi qui, pour les autres témoins, est floue. Quand une heure est aussi précise dans un dossier flou, elle mérite d'être disséquée, parce que ce genre d'heure peut devenir un clou sur lequel on accroche tout le reste. Mesdames et messieurs les jurés, c'est maintenant que je vous pose la question la plus inconfortable de tout le dossier. Quand une histoire tient, comment distinguez-vous une histoire vraie d'une histoire simplement cohérente ? La cohérence est un piège cognitif. Elle ne garantit rien, elle séduit, elle rassure, elle fait croire que le chaos a une logique. Dans cette affaire, le chaos est total. Une lycéenne disparaît après les cours. Des semaines plus tard, on retrouve son corps. Et la justice finit par demander au public de croire qu'en quelques heures, un enchaînement extrêmement précis a eu lieu, avec des appels, des parkings, des déplacements et un enterrement dans un parc. À ce stade, vous avez deux options de jurer. Soit vous vous dites « le récit est trop détaillé pour être faux », soit vous vous dites « le récit est trop détaillé pour être vrai ». Mesdames et messieurs les jurés, permettez-moi une pause, comme si nous étions en pleine audience. Je vois qu'une partie d'entre vous écoute sans être abonné, et dans une affaire où chaque détail compte, c'est comme sortir du tribunal au moment où l'avocat commence le contre-interrogatoire. Alors, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou là où vous m'écoutez. Activez la cloche et revenez tout de suite. L'acte 4, c'est la salle des machines. On va prendre la téléphonie, les lieux, les minutes, et on va vérifier ce que ces preuves peuvent réellement démontrer, et ce qu'elles ne peuvent pas démontrer. Dans l'acte suivant, on attaque les preuves dures, les appels et leur portée réelle, la logique des antennes, la place exacte des témoignages et ce qu'ils ne couvrent pas, et pourquoi, même dans les décisions de justice, l'heure du meurtre reste une zone fragile. Et je vous laisse avec une dernière question jurée. Si vous retirez Jay Wiles du tableau, qu'est-ce qu'il reste exactement ? Et est-ce que ce reste suffit à condamner au-delà du doute raisonnable ? Number 11. Mesdames et messieurs les jurés, si vous voulez comprendre pourquoi cette affaire a explosé bien au-delà d'un tribunal du Marineland, il faut entrer dans la scène la plus dangereuse d'un procès moderne, celle où la technique donne l'impression d'être une vérité. Imaginez la salle d'audience. À la barre, un expert. Sur un écran, un tableau d'appel, des heures, des numéros, des colonnes, et surtout, des antennes relais, des noms de sites, des secteurs. Une carte mentale se construit instantanément dans la tête de vous, les jurés. Si le téléphone touche telle antenne, alors il est à tel endroit. C'est précisément cette glissade, toucher une antenne égale est à tel endroit, qui va hanter ce dossier pendant des décennies. Et ce n'est pas une opinion. La fiabilité, l'usage et la présentation des données d'antenne ont été au cœur de contentieux postérieurs. Un relevé téléphonique peut vous dire qu'un appel a eu lieu, à quelle heure, vers quel numéro, et parfois, quelle antenne a servi la communication. Mais une antenne ne dit pas « je suis à Linkin Park ». Elle dit « je suis l'antenne la plus appropriée à ce moment-là selon la charge du réseau, la qualité du signal, l'orientation, la topographie et d'autres paramètres ». Et même quand l'antenne est correcte, elle couvre une zone, pas un point GPS. C'est là que la justice doit être stricte. La donnée technique est un indice, pas une géolocalisation. Et pourtant, au procès, l'accusation utilise ces données pour ancrer le récit du soir, Linkin Park, l'enterrement, les horaires. C'est l'idée, le téléphone confirme Jay. Mesdames et messieurs les jurés, notez bien la structure logique. Sans Jay, les antennes ne racontent rien, elles sont muettes. Avec Jay, les antennes deviennent un projecteur qui éclaire son récit. Donc, la vraie question n'est pas seulement les antennes sont-elles fiables, c'est comment on a fait parler ces antennes. Il existe dans ce dossier un objet administratif banal qui a pris une importance gigantesque, un fax associé au relevé téléphonique. Pourquoi ? Parce qu'elle contient un avertissement sur la fiabilité des localisations pour certains types d'appels, en particulier pour les appels entrants.
Et cette phrase, si elle est applicable au relevé utilisé, change la valeur présentée au jury. C'est un point explicitement discuté dans les documents judiciaires et les litiges postérieurs. Traduction juridique simple, si une partie de la preuve technique est présentée comme localisante, alors qu'un avertissement interne dit « attention pas fiable », vous avez un problème de fond. Problème d'autant plus massif que l'accusation s'appuie précisément sur des appels reçus à des heures clés pour verrouiller Linkin Park. Et ce point a été lié en post-conviction à 2 axes majeurs. La défense a-t-elle correctement contesté et expliqué ses limites au jury ? L'État a-t-il correctement divulgué des éléments potentiellement favorables à la défense ? Dans la thèse de l'accusation, l'enterrement à Linkin Park est un pivot narratif. Et pour qu'un pivot tienne, il faut des clous, des heures, des appels, des confirmations. Les décisions et extraits d'appendices judiciaires montrent que ces appels, notamment des appels entrants, ont été utilisés pour soutenir la présence du téléphone dans le secteur de Linkin Park au moment allégué. Mais si vous réintroduisez la prudence technique et l'avertissement du fax, vous comprenez immédiatement le vertige. Le clou n'est peut-être pas un clou. Mesdames et messieurs les jurés, ce n'est pas une nuance de geek, c'est potentiellement la différence entre la technique confirme le témoin et la technique ne contredit pas le témoin, mais elle ne le confirme pas non plus. Et un procès pénal, au-delà du doute raisonnable, ne devrait jamais se satisfaire de la deuxième option quand on la présente comme la première. La téléphonie dans cette affaire sert souvent à construire une cohérence temporelle. Jay raconte un enchaînement. Les appels tombent à des heures compatibles et on conclut que le récit est corroboré. Mais un récit peut être compatible avec des données sans être vrai. Compatible ne veut pas dire causé. Un exemple type. Si je vous dis « j'étais dehors à 19h et j'ai eu froid » et que la météo dit « il fait 0 degré », ce n'est pas une preuve que je suis sorti, c'est seulement compatible. La téléphonie devient probante seulement si elle exclut des scénarios alternatifs ou si elle impose un scénario. Or, sur l'outil antenne, on est souvent très loin de cette exigence. C'est précisément pour ça que ces éléments ont continué à être contestés, disséqués et replaqués dans des débats judiciaires bien après la condamnation. Dans une affaire à forte exposition médiatique, certains appels deviennent des totems. Ils servent à dire « vous voyez, à ce moment-là, il ne peut pas mentir ». L'un de ces totems est l'idée d'un appel qui placerait Adnan et Jay dans une séquence très précise de l'après-midi. Une pièce qui relie la période post-lycée à l'histoire racontée. Le danger juré, c'est que plus un appel devient un totem, plus on oublie de poser les questions basiques. Qui a réellement composé ? Le téléphone était dans quelle main ? Un appel court prouve quoi exactement ? Et surtout, est-ce qu'on force le récit à épouser les appels au lieu de laisser les appels tester le récit ? Là encore, l'existence même de contentieux approfondis sur la fiabilité et l'interprétation de ces données montre que ce n'est pas un détail secondaire, c'est un axe structurant. Dans les affaires où la preuve scientifique n'est pas un ADN, mais une donnée technique, la défense a une mission simple et vitale, désenvoûter. Désenvoûter, ça veut dire faire comprendre au jury la différence entre données et inférence, et empêcher que l'expert soit pris pour un narrateur omniscient. Ce point est crucial pour votre écoute jurée. Même si vous pensez que Jay ment, même si vous pensez qu'il dit vrai, le procès se joue aussi sur une question institutionnelle. Est-ce que vous, le jury, a compris ce qu'on lui montrait ? Parce qu'un jury peut condamner en croyant avoir une preuve scientifique, alors qu'il n'a qu'une cohérence présentée comme une certitude. Mesdames et messieurs les jurés, je vous propose un exercice. On enlève la magie des antennes. On garde uniquement ce qui est incontestable. Il y a des appels, il y a des heures, il y a des récits, et il y a des zones de couverture. Puis on repose la seule question qui compte. Ces éléments suffisent-ils à verrouiller une culpabilité au-delà du doute raisonnable ? Ou servent-ils seulement à habiller un témoignage central ? C'est exactement là que l'affaire s'assombrit, parce que le suspense ne vient pas d'un twist, il vient du fait que l'outil censé apporter de la certitude peut, selon l'usage, n'apporter qu'une illusion de certitude.
L'acte 4 vous laisse donc avec cette idée inconfortable. La preuve technique n'est pas un juge, c'est une matière. Et cette matière peut être mal comprise, mal expliquée ou surinterprétée. Dans l'acte 5, on bascule sur l'autre champ de mine. Ce que l'accusation savait, ce que la défense a eu ou pas en main, et comment des années plus tard, le dossier a été relu à travers la grille droits procéduraux, droits des victimes, jusqu'aux décisions récentes au Maryland. Et je vous laisse sur une question de juré, la seule qui vous protège des récits trop parfaits. Si une preuve technique n'est pas fausse, mais qu'elle est moins forte qu'on vous la fait croire, est-ce que vous condamnez quand même ? Mesdames et messieurs les jurés, jusqu'ici on a suivi une histoire. Maintenant, on va suivre un dossier. Et ce n'est pas la même chose. Dans une salle d'audience, on juge des faits. Dans les années qui suivent un verdict, on juge autre chose, la qualité du procès. Est-ce qu'on a joué franc jeu ? Est-ce que la défense a eu ce qu'elle devait avoir ? Est-ce que le jury a compris ce qu'on lui montrait ? Est-ce que l'État a respecté ses obligations ? Et surtout, est-ce qu'une condamnation peut survivre quand les fondations procédurales se fissurent ? L'affaire Sayed est devenue mondiale parce qu'elle contient 2 combustibles explosifs de la justice pénale moderne. Un témoin central contesté et l'idée qu'une information favorable n'aurait pas circulé comme elle devait. Alors, juré, je vous demande de changer de posture. Vous n'êtes plus en train d'écouter un récit de crime. Vous assistez à une autopsie judiciaire. Tout part d'une règle simple, devenue une obligation constitutionnelle aux États-Unis. L'accusation doit communiquer à la défense toute information favorable à l'accusé, lorsqu'elle est matérielle, c'est-à-dire susceptible d'influencer le verdict. C'est la logique Brady, si vous en avez déjà entendu parler. Et dans cette affaire, en septembre 2022, l'institution fait quelque chose de rarissime. Le parquet dépose une demande officielle d'annulation de la condamnation, en expliquant qu'après réexamen, la condamnation repose sur des éléments problématiques, notamment des questions de divulgation et l'existence de 2 suspects alternatifs qui n'auraient pas été correctement traités dans le cadre du procès. Mesdames et messieurs les jurés, arrêtez-vous là une seconde. Ce n'est pas un podcast qui crie à l'erreur judiciaire. Ce n'est pas un documentaire. C'est le parquet lui-même qui demande à effacer le verdict. Et cette motion de 2022 ne parle pas en insinuation. Elle déroule une logique. La preuve présentée au jury, la dépendance à un récit, des problèmes de fiabilité allégués et surtout des informations qui auraient pu ouvrir un autre angle d'enquête. Juré, la mécanique Brady est impitoyable. Si l'information existe, si elle est favorable et si elle est importante, alors la défense doit l'avoir. Sinon, vous n'avez pas un procès équitable. La suite, c'est un basculement historique. Le 19 septembre 2022, un juge du circuit court de Baltimore City fait droit à la demande. Il annule la condamnation et ordonne à l'État de décider, dans un délai très court, s'il relance un procès ou s'il abandonne les poursuites. C'est une décision formelle, rendue par ordonnance. Sayed sort de prison. Et peu après, le parquet décide de ne pas poursuivre à ce moment-là. À ce moment-là, pour une partie du public, l'affaire se termine. Mais juré, ce n'est pas la fin. Parce qu'un autre droit entre dans l'arène, le droit de la victime. Mesdames et messieurs les jurés, à ce moment-là, l'affaire aurait pu s'arrêter net. Mais un autre combat s'ouvre, celui de la famille de Hae Min Lee. En 2023, une cour du Maryland dit une chose simple. La famille n'a pas été prévenue correctement. Résultat, l'audience qui avait annulé la condamnation doit être refaite dans de bonnes conditions. Et en 2024, la plus haute cour de l'État confirme le principe. Quand on tient une audience aussi décisive, la famille doit être avertie assez tôt pour pouvoir venir en personne. En clair, même si la justice veut corriger un dossier, elle doit le faire proprement, sans piétiner les droits de la victime et de ses proches. Et c'est là que la stratégie du parquet change. Début 2025, le nouveau procureur de Baltimore retire la démarche qui visait à effacer la condamnation. Et il dit « On ne va plus jouer la partie sur l'annulation du verdict, mais on va regarder une autre voie, la peine. » Et ça, juré, c'est un pivot énorme. Parce que ça produit une situation bizarre, presque impossible à expliquer au public en une phrase. La condamnation reste sur le papier, mais Adnan Sayed reste libre.
En 2025, une juge réduit sa peine à temps déjà purgé et lui impose une probation. Autrement dit, il ne retourne pas en prison, mais il reste encadré. Et c'est ici qu'on revient à notre question. Qui savait quoi ? Parce que retirer la démarche de 2025 n'efface pas ce qu'on a affirmé le parquet en 2022. L'idée qu'il existait des éléments mal gérés et des pistes qui auraient pu orienter autrement l'enquête. La différence, c'est que l'État ne veut plus se battre sur « on annule le verdict », il veut se battre sur « on ajuste la peine ». Alors juré, il y a deux lectures possibles, et elles peuvent coexister. Soit en 2022, on a voulu aller trop vite pour corriger un dossier, et ça a explosé sur les questions des droits de la famille. Soit en 2025, le nouveau parquet estime que la démarche de 2022 n'était pas assez solide et préfère une voie plus simple, réduire la peine sans rouvrir le verdict. Et c'est ça qui rend l'affaire insupportable. Vous pouvez sentir qu'un procès a été imparfait sans être capable de dire avec certitude ce que le bon verdict aurait été. Retenez bien cette différence très simple. Changer le verdict, c'est dire on remet en cause la culpabilité. Changer la peine, c'est dire on tient compte du temps passé, de la réhabilitation, mais on ne réécrit pas l'histoire judiciaire. Aujourd'hui, le Maryland a donc produit un résultat hybride. Verdict maintenu, liberté maintenue. Et au milieu, une bataille qui continue. Mesdames et messieurs les jurés, je vous laisse avec une seule question. Une question qui ne se répond pas avec une opinion, mais avec une exigence. Si vous aviez été juré en 2000, qu'est-ce qui, aujourd'hui, aurait été suffisamment important pour changer votre vote ? Mesdames et messieurs les jurés, on arrive à la fin de l'épisode, mais pas à la fin de l'affaire. À la date où je vous parle, le Maryland a produit un résultat étrange, presque impossible à résumer sans perdre quelqu'un en route. La condamnation est toujours là, mais Adnan Syed est libre. Voilà, c'est ça le cœur du dossier aujourd'hui. Et si cette affaire obsède autant, ce n'est pas seulement parce qu'elle est médiatisée, c'est parce qu'elle vous force à vous poser une question que personne n'aime. Est-ce qu'un verdict peut exister sans apporter la certitude ? Alors, on va faire ce que ferait un jury sérieux, on coupe l'affaire en 3 blocs simples. En 1, ce qui tient seulement si vous croyez Jay. Dans le récit de l'accusation, l'affaire est complète. Un meurtre, un coffre, un aveu, un enterrement et une voiture abandonnée. Mais cette histoire, mesdames et messieurs les jurés, elle repose sur une personne, Jay Wilds. Si vous retirez Jay, vous retirez le scénario détaillé, l'enchaînement du soir, et surtout l'idée que tout colle. Donc la vraie question n'est pas Jay est-il sympathique ou Jay a-t-il l'air crédible. La vraie question c'est est-ce que vous acceptez de condamner quelqu'un sur une histoire qui dépend à ce point d'un seul témoin ? Parce que si Jay se trompe, s'adapte, exagère ou ment, ce n'est pas un détail, c'est le pilier. En 2, ce qui reste, même si vous ne croyez pas être Jay. Maintenant, on est froid. On regarde ce qui existe sans lui. Ae Min Lee disparaît. Elle est retrouvée morte. C'est un homicide. Ça, c'est tragiquement certain. Ensuite, vous avez un fait judiciaire. Adnan Syed a été condamné. Et aujourd'hui encore, la condamnation n'a pas été effacée. Mais un verdict ne suffit pas à vous convaincre. Un verdict vous dit seulement « un jury a tranché à un moment donné avec ce qu'on lui a montré ». Alors, qu'est-ce qu'on veut, nous, comme jurés d'écoute ? On veut des éléments qui parlent tout seuls, une preuve matérielle simple et solide, un témoin neutre et une trace indiscutable. Et c'est là que cette affaire devient frustrante. Elle n'a pas la preuve reine qui tue tous les débats. Elle a un assemblage, et un assemblage c'est puissant, mais c'est aussi fragile, parce que si une pièce tombe, l'ensemble peut vaciller. En 3, on a le piège, la technique qui donne l'impression d'être une certitude. La téléphonie, les appels, les antennes. Dans la tête d'un jury, ça fait science, donc ça rassure. Et quand ça rassure, ça peut faire condamner. Sauf que la technique ici dit rarement « il était là ». Elle dit plutôt « c'est compatible avec ». Et ça change tout. Compatible, ce n'est pas la preuve. Compatible, c'est une possibilité. Et un procès pénal, au-delà du doute raisonnable, n'est pas censé se contenter d'une possibilité bien racontée. Alors, vous vous posez la question de pourquoi la justice a fini par produire un résultat hybride.
On a vu la suite moderne. À un moment, le parquet a dit « il faut rouvrir ». Ensuite, la justice a dit « pas comme ça, pas si vite et pas sans respecter les droits de la famille ». Puis, le nouveau parquet a dit « on retire l'idée d'effacer la condamnation ». Et un juge a réduit la peine, tant déjà purgée, donc il reste libre. Et vous obtenez ce paradoxe. Verdict maintenu, liberté maintenue. Ça ne dit pas innocent, ça ne dit pas coupable avec certitude, ça dit le système a avancé, sans refermer la plaie. Mesdames et messieurs les jurés, je ne vais pas vous servir une conclusion confortable parce qu'il n'y en a pas. Il y a une famille qui a perdu Ae Min Lee et qui a dû revivre l'affaire encore et encore, audience après audience. Il y a Adnan Syed qui a passé une partie énorme de sa vie en prison et qui vit aujourd'hui libre, mais avec une condamnation toujours accrochée à son nom. Et il y a vous. Et votre rôle au fond n'est pas de choisir un camp. Votre rôle, c'est de répondre à une seule question. Et votre avis m'intéresse vraiment dans les commentaires. Si vous aviez été juré au procès, auriez-vous pu dire « au-delà du doute raisonnable » ? Parce que c'est ça la vraie violence de cette affaire. Ce n'est pas seulement un crime, c'est un dossier qui vous force à choisir entre deux malaises. Condamner avec un doute, ou laisser un crime sans réponse certaine. Mesdames et messieurs les jurés, l'audience est levée. Vous venez d'entendre un nouvel épisode d'Au banc du crime. Si cette affaire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vérité dérangeante. Et laissez une note de 5 étoiles. Vos avis sont la seule arme pour faire vivre ce podcast. Rendez-vous mardi pour une nouvelle affaire.